Bienvenue dans ce live qui a pour sujet l'enseignant du 21e siècle. C'est Alexandre ce soir qui va vous faire un petit cours sur le sujet avec, c'est vrai, de beaux enjeux autour de cette question parce que c'est un métier qui a presque toujours existé avec des évolutions, bien sûr, structurelles, mais aussi liées au contexte dans lequel on est actuellement. Donc, il y a plein de belles choses à dire sur cette question. Bonsoir Lauriane, bonsoir Ibtissem, bonsoir David, que des noms que je connais, ça fait très plaisir de vous revoir ce soir. Et bah, écoutez, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser entre les mains d'Alexandre qui, pour rappel, est ancien conseiller pédagogique et membre du jury du concours. Et on se retrouvera, comme d'habitude, à la fin. Je vous souhaite un très bon cours. Et Alexandre, je te fais remonter les questions dans le chat si jamais il y en a pour que tu puisses avancer tranquillement et je te les fais remonter en direct si nécessaire. D'accord, très Très bien, bon cours. merci. Merci Mélina. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, bienvenue sur ce cours intitulé L'enseignant du 21e siècle. Alors, comme l'indiquait Mélina en introduction, il est vrai que les missions de l'enseignant ont beaucoup évolué depuis de nombreuses années. Et c'est un métier passionnant avec des journées qui se suivent mais qui ne se ressemblent jamais. Alors, ce que je vous propose, donc aujourd'hui, c'est voilà, de réfléchir ensemble sur devenir professeur des écoles. De quoi parlons-nous exactement? Donc, au travers des cinq dimensions définies par le rôle de l'enseignant en tant que professionnel de l'enseignement, nous irons les découvrir. Et puis ensuite, nous verrons également que l'enseignant est un professionnel qui évolue auprès d'un public très diversifié. Et peut-être que certains et certaines ne sont pas au fait de la richesse du public auprès desquels j'ai eu la chance de travailler en étant enseignant. Ensuite, dans un deuxième temps, nous irons voyager autour de la gestion de classe, qui est un des éléments indispensables, puisque on parle effectivement d'apprentissage, qui est l'objectif premier, mais apprendre avec les élèves sans une gestion de classe sereine et bienveillante, cela reste compliqué. Donc voilà, nous irons interroger ce que nous entendons par gestion de classe au travers les notions d'autorité, de comportement. Euh, je n'en dis pas plus. Alors, qu'attend-on d'un enseignant du 21e siècle? Donc, est-ce que les exigences sont autres que celles du XXe siècle? C'est la question qu'on pourrait se poser. Alors, les exigences ne sont pas autres, elles sont, on va dire, différentes, et je pense que les missions se sont, on va dire, enrichies. Alors, nous allons aborder les cinq fameuses dimensions dont je vous parlais en préambule. La première, donc, l'enseignant en tant que professionnel, acteur du service public d'éducation. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir par la suite après sur ces cinq dimensions, mais dans un premier temps, je vais vous les présenter. Ensuite, un pédagogue et éducateur au service de la réussite de tous les élèves. Et là, la différence entre pédagogue et éducateur est importante et nécessaire. Ensuite, donc, un professionnel, acteur de la communauté éducative. Nous irons bien évidemment nous pencher sur cette question de communauté éducative. Un professionnel porteur de savoir et d'une culture commune. Évidemment, les savoirs sont fondamentaux et si l'on souhaite travailler avec les élèves sur des notions, nous devons obligatoirement les maîtriser. Et enfin, un professionnel expert des apprentissages, puisque il est important d'avoir ces notions et de connaître ces savoirs, mais d'être en mesure que les élèves apprennent dans de bonnes conditions, il y a des éléments indispensables et des incontournables sur lesquels l'enseignant du XXIe siècle doit prendre un tâche, et notamment, nous verrons au travers l'apport des neurosciences. Alors, premier temps, un professionnel acteur du service public de l'éducation. Voilà. L'objectif est de faire partager évidemment les valeurs de la République et puis des grands principes fondamentaux du système éducatif, égalité, liberté, fraternité, lutter contre toutes les discriminations. euh, voilà, la laïcité, ce sont des valeurs sur lesquelles au quotidien nous devons nous vraiment porter une attention particulière euh, à transmettre à nos élèves.
un pédagogue et éducateur. Alors évidemment, derrière pédagogie et éducation, on a tout ce qui a trait à la relation avec, avec l'enfant, avec l'adolescent et avec l'élève. Volontairement, je fais la différence puisque on va forcément avoir dans sa classe des élèves, mais qui sont avant tout des enfants et des adolescents et qui viennent avec leur bagage personnel, j'ai envie de dire. D'où la relation d'être en mesure de construire une vraie communication avec eux. La pédagogie et le fait d'être éducateur, ce sont des éléments qui s'imbriquent et qui vont de pair. Forcément, donc, connaître les élèves et ces fameux processus d'apprentissage, on va pas rentrer dans le détail, mais on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, prendre en compte la diversité des élèves. Il est vrai que tous les élèves qui sont scolarisés sont tous différents. Ce qui les caractérise, euh, c'est la classe d'âge, on va dire, mais dans une classe d'âge, il y a énormément de différences entre les filles et les garçons. Et puis, entre une même classe d'âge, on peut également observer différents profils, différents comportements. Ensuite, accompagner ces élèves dans leur parcours de formation, puisqu'ils ont des choix, il y a des choix à faire, alors un peu plus tard hein, dans le second degré, mais sachez que en tant que professeur des écoles, vous pouvez, et nous le verrons, être amené à travailler en collège, en lycée. C'est d'ailleurs de plus en plus d'actualité avec les nouvelles réformes. Ensuite, agir en éducateur responsable et selon les principes éthiques, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Évidemment, maîtriser la langue française, cela va sans dire. Utiliser une langue vivante étrangère dans des situations exigées par son métier. En règle générale, on est sur l'anglais. Et puis, le numérique, que nous aborderons également. La culture du numérique, à la fois éveiller les élèves à l'utilisation de cette culture numérique et au travers donc l'éducation média à l'information et l'investir dans sa pratique à différents moments des apprentissages. Donc, vous voyez, pédagogue et éducateur au service de la réussite de tous, il faut endosser un costume qui est double avec pour objectif principal la réussite de tous les élèves. Un professionnel acteur de la communauté éducative. Euh, c'est quelque chose que l'on sous-estime parfois. J'en parle régulièrement lorsque je fais passer les oraux en ce moment. Bon, on arrive sur la fin, mais les oraux en absa et en leçon en mathématiques. Ce que le jury observe, c'est votre capacité, la capacité d'être en communication avec des adultes, de réfléchir, de se questionner, de se poser les bonnes questions, d'évoluer. Et forcément, coopérer au sein d'une équipe, c'est toute cette dimension-là qui est importante, puisque en tant que futur enseignant, on ne travaille pas seul dans son coin, la porte fermée de sa classe. Et ça, c'est une dimension que parfois on n'a pas forcément à l'esprit quand on passe en tout cas le concours, mais on doit porter une attention vraiment particulière. Ensuite, contribuer à l'action de la communauté éducative. Alors, quand on parle de communauté éducative, c'est toutes les personnes qui gravitent dans l'école. Alors, on doit travailler de concert également avec le périscolaire, hein, par exemple, sur le temps de camp, le temps méridien de pause méridienne, mais également sur le temps d'accueil en amont et en aval. Ensuite, on a ce travail de coopération avec les familles, hein, la coéducation qui est indispensable pour que l'on puisse mener à bien la construction du projet de l'élève. Et on sait très bien que, au bout du compte, les parents sont les décisionnaires s'il doit y avoir une prise de décision qui doit être faite en termes d'orientation. Donc, travailler de concert pour le bien-être et la réussite de l'élève avec la famille, avec les parents, est une nécessité. Ensuite, coopérer avec les partenaires de l'école. Alors, ces partenaires de l'école peuvent être multiples et variés. On peut très bien travailler donc avec quand on parle de partenaires, ça peut être des partenaires de prise en charge de soins, par exemple, mais également ça peut très bien être aussi des partenaires associatifs. Prenons l'exemple de la labellisation des écoles, où avec les Jeux Olympiques de 2024, on a fait entrer le sport dans l'école au travers les différentes fédérations et clubs sportifs
et auquel cas, c'est un vrai travail de partenariat. Et en tant qu'enseignant du 21e siècle, on se doit de nouer des relations de travail et de communication bienveillantes avec ses partenaires, qui sont, comme je vous le rappelle, multiples et variés. Ensuite, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Derrière cette belle phrase se cache la volonté de poursuivre sa formation tout au long de sa vie en étant enseignant. Et on verra par la suite qu'il y a différentes possibilités de se former, d'obtenir des diplômes, mais déjà simplement par la participation à la formation continue est une nécessité. Alors, la quatrième mission, porteur de savoir et d'une culture commune. Comme je l'indiquais tout à l'heure, maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Euh, voilà, je ne vous apprends rien. Si on souhaite que les élèves apprennent les mathématiques, apprennent des savoirs en histoire, en géographie, en sciences, bien évidemment, il nous faut, en tant qu'enseignants, maîtriser ces savoirs et être capable de les transposer. C'est ce qu'on appelle la transposition didactique, passer du savoir savant au savoir à enseigner. Et c'est là toute la difficulté et l'intérêt justement que l'on a en tant qu'enseignant, de travailler sur cette transposition didactique. Et puis ensuite, voilà, pour que on construise ces savoirs et que les élèves puissent s'en emparer, euh, indispensable, la langue française et l'utilisation d'une langue française modélisante puisque comment, les élèves reproduisent souvent et prennent pour modèle leur enseignant, leur enseignante. Et d'ailleurs, quand vous faites une faute de français, ce qui peut arriver, ce ne sont pas les derniers pour vous reprendre, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que vous avez fait votre travail d'éveil critique et ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, un professionnel expert des apprentissages, donc comme je vous l'ai dit, connaître et avoir un certain nombre de savoirs est une nécessité, mais connaître la manière dont les élèves vont procéder pour apprendre est encore plus important. Donc, construire des situations d'apprentissage qui prennent en compte la diversité des élèves en mettant en place une différenciation pédagogique, utiliser différentes modalités de groupement, des groupes de besoins, travailler par groupe d'affinité, l'importance de la socialisation. On sait très bien que on est actuellement sur une approche socio-constructiviste où on apprend avec l'autre, par l'autre. Euh, la coopération et la collaboration sont des éléments importants de l'apprentissage et de la construction des élèves. D'où l'importance de construire des situations d'apprentissage qui mettent les élèves en situation de réflexion collective. Et puis ensuite, évaluer les progrès et les acquisitions des élèves, l'importance du progrès dans les apprentissages et d'évaluer le progrès permet à l'élève d'aller plus loin. Donc, ce qui est indispensable, c'est que vous, en tant qu'enseignant, vous soyez en mesure d'évaluer ses progrès et ses acquisitions, mais que l'élève soit également moteur et porteur d'une évaluation. On parle souvent d'auto-évaluation et c'est ce que l'on invite de plus en plus à réaliser euh, auprès des jeunes enseignants, des futurs enseignants. Donc voilà, nous avons parlé de ces cinq dimensions et justement, ça permettait de faire la transition sur l'apport des neurosciences dans les apprentissages, puisque on a beaucoup travaillé sur le socioconstructivisme euh, pendant ces dernières décennies. Mais il est vrai qu'avec l'apport des neurosciences, l'enseignant du 21e siècle se doit de prendre en compte les avancées et d'être curieux et de se poser les questions et les bonnes questions. Et donc Stanislas Dehaene a mis voilà, en avant les quatre piliers de l'apprentissage, les piliers qui sont fondamentaux et à partir desquels on doit vraiment porter une attention particulière, et d'où l'un de ces piliers qui est l'attention. Hein, c'est le filtre qui permet de sélectionner une information. Et on verra les quatre types d'attention qui sont en jeu dans l'apprentissage. Donc, nous avons l'attention en premier, l'engagement actif. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'investit pas, effectivement, n'apprendra pas. D'où la nécessité
de ne pas construire un cours transmissif, mais que l'élève soit vraiment acteur, l'acteur principal de ses apprentissages. Et ça, c'est une réelle nécessité à notre époque et pour l'enseignant du 21e siècle. De par la diversité des élèves, on s'aperçoit que les élèves éprouvent de nombreuses voilà, difficultés à rester concentrés, à s'investir dans une tâche à un certain moment. Donc, pour que l'on puisse être certain qu'ils s'engagent dans cette tâche, avoir toujours en tête l'importance de l'engagement actif. Troisième pilier, le retour d'information, ce qu'on appelle souvent feedback. Voilà. Donc, c'est le retour que vous allez faire par rapport aux réponses des élèves. Et c'est la prise en compte de ses réussites et de ses erreurs, à partir de lesquelles l'élève va pouvoir construire justement ses savoirs, ses démarches, et puis les réinvestir. Et enfin, le réinvestir, qui est le quatrième pilier, consolider l'acquis au travers l'idée d'automatisation pour pouvoir réinvestir. Et on sait très bien que le sommeil joue aussi un rôle primordial dans le fait de réinvestir. Euh, on parlait tout à l'heure d'importance de coéducation, de relations avec les familles. Effectivement, on voyait comment on peut créer le lien sur l'impact que ça peut avoir sur les apprentissages. Et donc, toutes ces avancées scientifiques, neuroscientifiques, l'enseignant du 21e siècle ne peut pas passer à côté. C'est vraiment une nécessité de se tenir au fait des avancées au niveau de l'apprentissage. Hein. On n'est plus sur du behaviorisme ou du constructivisme. On a dépassé le socio-constructivisme et même on va voir que maintenant on est également sur l'importance de l'enseignement du numérique, avec toutes les difficultés que cela peut prendre en compte. Mais l'enseignant du 21e siècle doit avoir une appétence et des compétences dans ce domaine-là. Alors, après avoir dressé ces cinq missions du professeur, l'enseignant, voyons voir maintenant, il évolue auprès d'un public varié. Et donc, ce public varié, il est varié en âge, hein, puisque en tant que professeur des écoles, vous pouvez être amené à enseigner auprès d'élèves de la maternelle, donc de la toute petite section, 2 ans et demi, jusqu'au lycée. Alors vous allez me dire, mais comment ça au lycée? Vous pouvez très bien être amené dans l'enseignement spécialisé à être coordonnateur de dispositifs Ulysse et de travailler voilà, avec des jeunes qui sont en Ulysse lycée. Dans mon parcours d'enseignant spécialisé, j'ai eu cette chance, après avoir travaillé dans quasiment tous les domaines, d'être comment dirais-je, coordonnateur de dispositifs collège et de travailler également avec des lycéens. Ensuite, voilà, le milieu spécialisé, donc qui vous permet de travailler en tant que coordonnateur de dispositifs Ulysse, mais également vous pouvez travailler dans les établissements spécialisés type IME, IM Pro. Vous pouvez être amené aussi à travailler en hôpital de jour ou dans des services de soins, le CESA, du service de soins à domicile. Et vous pouvez également être amené à enseigner dans le milieu carcéral, hein, puisque dans des quartiers de mineurs, vous avez certains jeunes ont la possibilité de suivre un enseignement et en règle générale, on fait appel aux enseignants du premier degré. Alors certes, ils doivent passer une spécialisation, mais parfois, vous savez, il y a des postes à profil et il y a des postes qui peuvent être investi sans avoir la spécialisation. En tout cas, le public, vous voyez, au-delà de la différence de l'âge que j'évoquais tout à l'heure, au-delà de la différence fille-garçon, on s'aperçoit qu'il y a une vraie pluralité au niveau du public et qu'il y a une réelle possibilité de pouvoir enseigner à des très jeunes enfants comme à des adolescents. Et c'est une vraie richesse. Bien, nous avons fini notre première partie. Mélina, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que nous pouvons zoomer sur la gestion de classe? On peut zoomer sur la gestion de classe. Alors, allons-y. On sait très bien que la gestion de classe est un des éléments indispensables pour que les élèves apprennent.
Et c'est d'ailleurs pour laquelle il y a un certain nombre de process, de manières de faire. Et c'est aussi ce qu'on appelle voilà, la liberté pédagogique. En tout cas, ce qui est le trait d'union de cette gestion de classe entre les différentes modalités qui sont proposées, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Allons voir, pour le coup, ce que nous appelons l'autorité. Alors, on va avoir, comment se faire référence à quelques auteurs. C'est toujours important d'aller, on a parlé tout à l'heure de Stanislas Nasdem, chercheur en sciences de l'éducation. Là, on va s'appuyer sur Monsieur Aubin, qui a travaillé sur l'autorité justement, et qui a différencié être l'autorité, avoir de l'autorité et faire autorité. Alors, être l'autorité, c'est simplement le statut que confère un poste qui permet, voilà, de représenter et d'être l'autorité. Avoir de l'autorité, là, on est plus par rapport à la personne et à la manière dont on se reconnaît comme personne capable d'exercer une autorité. Et là, il y a vraiment tout ce qui est aspect confiance en soi. Et de plus en plus, c'est ce que l'on demande, c'est ce que l'on observe lorsque les candidats passent le concours, hein, le CRPE. C'est-à-dire qu'on souhaite, ne serait-ce que par l'entretien, par des questions, observer quelle attitude la personne peut avoir dans une situation où elle peut être en difficulté, et on essaie de se projeter en se disant, mais est-ce que cette personne, à la rentrée, elle va pouvoir faire face à une classe de 25 élèves, à une réunion de parents, à des réunions avec des collègues. Donc, vous voyez, cette notion d'autorité nous permet d'aller loin et aussi de faire le lien avec le concours. Et puis, enfin faire l'autorité, là, on dépasse le fait de se sentir compétent en tant que personne, mais on est aussi sur tout ce qui est relationnel, au niveau pédagogique, au niveau communicationnel avec les autres. Donc, ces trois éléments construisent l'autorité. Et puis ensuite, l'autorité, forcément, on a un curseur. On a vers la gauche l'autorité qu'on appelle autoritariste, où là, clairement, je décide, je fais tout et je ne laisse aucune place à l'imprévu, voire même à l'élève, aux élèves. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'autorité évacuée, où là, comme le mot est explicite, hein, c'est-à-dire qu'on met de côté tout ce qui est autorité, on est dans le laisser-faire. On est, vous savez, dans une période quand même au niveau de la société où on laisse parfois d'espace, hein, l'enfant roi, l'enfant qu'il ne faut pas contrarier, frustrer. Voilà, c'est là où on est sur cette autorité évacuée et où on laisse couler beaucoup de choses. Et on s'aperçoit que là où on va placer le curseur, ça va nous permettre de construire ce qu'on appelle une autorité éducative. Et par autorité éducative, donc, à retenir, elle ne se délègue pas, elle n'existe pas en soi, elle est à construire en fonction de chacun. Et l'importance de la communication que vous allez pouvoir mettre en place est déterminante, et encore plus pour l'enseignant du XXIe siècle. Et on insiste beaucoup lors de la préparation des oraux, justement, sur cette capacité, sur la qualité des candidats à être en communication, à faire preuve de bienveillance, hein, bienveillance, veiller à ce que la personne soit bien. Ça, c'est une nécessité absolue. Et donc, je vous parlais d'autorité éducative, quelques pistes qui identifient une autorité éducative réussie, donc à savoir valoriser des comportements adaptés plus que de les sanctionner, même si ça révèle qu'ils sont inadaptés. Euh, on parlait tout à l'heure de progrès, valoriser les progrès, toujours faire en sorte que les élèves progressent et identifient leurs progrès. Qu'ils progressent, c'est une chose, mais qu'ils identifient leur marge de progression est aussi important. On va demander à accompagner les difficultés, à rassurer. Euh, voilà, l'autorité éducative et bienveillante. Ensuite, on va se montrer explicite sur les attentes, c'est-à-dire que clairement, les élèves ils vont connaître les attendus de chaque situation qui leur sont demandées. Et on ne va pas, d'un point de vue autoritaire, délivrer une consigne sans même prendre le temps d'être certain que les élèves sont en mesure d'avoir compris. Ensuite, on interroge la place de l'erreur. Effectivement, une personne qui fait preuve d'autorité, euh,
ne laisse pas forcément de place à l'erreur. Et on sait, c'est tellement important, la place de l'erreur dans les apprentissages. Si les élèves n'ont pas conscience qu'ils ont le droit de se tromper, qu'ils peuvent se tromper, et qu'à partir de leurs erreurs, ils vont pouvoir construire des nouveaux savoirs. Si on ne leur laisse pas cette place-là, cette chance-là, c'est très compliqué. Et on va même parfois à l'encontre du processus d'apprentissage, puisque les élèves ne vont pas oser entrer dans l'apprentissage par peur de se tromper, de commettre des erreurs. Donc, la place de l'apprentissage, de l'erreur dans l'apprentissage, est également une notion à prendre en compte et va impliquer, vous, des comportements différents par rapport à l'autorité que vous mettez en place. Et puis ensuite, faire participer les élèves, les impliquer. Voilà, instaurer un climat de classe. On retrouve cette importance de la communication. Alors, voilà, une autorité éducative réussie, oui, fait participer les élèves, sont les acteurs principaux. Et de plus en plus, c'est ce que l'on demande à l'enseignant du XXIe siècle. Il y a énormément de pratiques pédagogiques innovantes qui naissent la classe flexible, hein, où on va aménager l'espace, on va aménager sa posture, on va aménager le degré de liberté et l'autonomie des élèves. Vous avez les pédagogies coopératives, où de plus en plus on travaille sous forme de tutorat, sous forme de groupe de besoins, où on va s'appuyer sur les élèves pour différencier. Vous avez l'école du dehors, où on va investir l'environnement extérieur. Donc, vous voyez, les élèves doivent être vraiment euh, acteurs principaux des apprentissages et nous, en tant qu'enseignants, on doit interroger notre posture pour faire preuve d'une autorité éducative qui leur laisse de la place pour s'exprimer et pour se construire. J'ai pris un petit peu de temps sur cette notion d'autorité, mais elle est vraiment indispensable. C'est vraiment nécessaire de comprendre parce qu'on peut se faire respecter, montrer une autorité sans forcément que ce soit une dictature, j'ai envie de dire, pour simplifier et caricaturer. Bien, face à ces comportements, à ces élèves différents, intéressons-nous un moment sur la notion de comportement, hein, puisque on a pu voir qu'il y avait un public qui était varié en termes d'âge, un public varié en termes de caractéristiques, mais que on a toujours dans les classes, vous savez, ces élèves qui perturbent, qui dérangent et qui ont des comportements qui ne sont pas adaptés par rapport au cadre que l'on a pu mettre en place au sein de notre classe. Donc, par rapport à cette notion de comportement, ce que l'on peut voir, c'est que toutes ces réactions qui sont observables souvent transgressent la règle. Et donc, ces comportements, ils sont présents par observation, par imitation, et puis aussi par renforcement. Euh, Par renforcement, on entend l'idée des conséquences qui ont suivi le comportement dans ce qui a pu se passer avant. Et en règle générale, quand un individu, un élève, se comporte d'une telle manière, il y a deux raisons possibles. C'est pour obtenir quelque chose d'appréciable, de désirable. Donc ça peut être satisfaire un besoin primaire, hein, manger, se nourrir, etc., etc., dormir, un bien matériel, obtenir une reconnaissance auprès de ses pairs, avoir gain de cause dans un rapport de force, obtenir l'attention aussi. Ça, ce sont on souhaite obtenir des éléments désirables. Et parfois, on agit aussi pour éviter quelque chose de désagréable, une situation dévalorisante ou humiliante. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'autorité autoritariste. Euh, L'élève qui sait pertinemment que s'il se trompe derrière, il y aura sanction parce qu'il s'est trompé et qu'on ne laisse pas la place à l'erreur, forcément, on n'a pas envie de s'investir. Donc, le comportement de rejet, il s'explique. On ne veut pas aller vers quelque chose de désagréable. Vous savez, des élèves qui ne sont pas compétents dans telle ou telle activité et qu'ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas rencontrer un succès, ils ne vont pas s'y engager. Ou alors, parfois, ils vont aussi faire référence à une situation pour laquelle euh, ils ont des éléments de référence où ils se sont ennuyés, où ils n'ont pas pris de plaisir. C'était un moment désagréable. Forcément, en termes de comportement, on est sur du refus et de l'opposition. Et on n'a pas envie de revivre cette situation. Donc, ce qui est important, et là où on insiste vraiment sur des compétences
pour l'enseignant du XXIe siècle, c'est sa capacité à observer les élèves, à analyser les comportements. Et à chaque fois qu'un élève agit, derrière, il y a forcément une raison. Alors, on ne peut pas tout accepter, bien évidemment, par rapport au cadre. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps de réfléchir et de se poser pour comprendre le pourquoi de cette situation. Et donc, on peut s'appuyer sur voilà, par exemple, des travaux de Franck Ramu, hein, qui, lui, a réfléchi sur antécédents, conséquences. Il y a un comportement, ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui peut expliquer la raison de cet acte-là? Ou alors la conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé après qui fait que ça va induire ce comportement? Et je vous propose de garder en mémoire ces trois cas pratiques. En cycle 1, un élève qui ne veut pas ranger les jeux. En cycle 2, il se lève sans autorisation. Et puis en cycle 3, il se retourne sans arrêt pour discuter. Et on va essayer de voir comment, en jouant sur les antécédents ou les conséquences, simplement, on peut modifier le comportement. Donc on s'aperçoit que, vous voyez par exemple cet élève voilà, qui se retourne pour discuter, euh, simplement, au niveau des antécédents, il peut y avoir différents éléments. Voilà, insulte, moquerie ou toute autre provocation, injustice subie ou perçue, situation d'échec, anticipation de l'échec, situation de stress. Voilà, si cette situation euh, fait que, par exemple, l'élève ne veut pas ranger parce qu'il sait pertinemment que les autres camarades vont être derrière lui et puis ensuite vont remettre le bazar partout. Pour lui, c'est une situation qu'il a déjà vécue en termes d'antécédents. Ça crée chez lui quelque chose de négatif. Donc, il ne va pas s'investir dans l'aspect de rangement par rapport à un antécédent qui a eu lieu. Et on peut avoir la même réflexion sur une conséquence. C'est ce qu'on a dit. Échapper à une tâche pénible, voilà, ou à une contrainte, pardon, à une contrainte. Voilà. Un élève, si on reprend la situation de l'élève qui veut pas ranger, ben voilà, il sait très bien que il va pas vouloir utiliser tout le matériel qu'on lui a proposé, même s'il sait qu'il en a besoin, parce que derrière, il va falloir ranger. Ensuite, attirer l'attention de ses camarades. On sait très bien que voilà, si l'élève il se lève, c'est pour attirer l'attention des autres. Mais que si les autres ne prennent pas à tâche de son comportement, eh ben, ça sert à quoi de se lever? Vous voyez comment on peut jouer à la fois prendre l'importance des antécédents et des conséquences pour expliquer le comportement. Et ce qui est important, justement, c'est de comprendre le pourquoi de l'action des élèves. Et il ne faut pas simplement essayer de les faire disparaître parce que c'est extrêmement compliqué. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de pointer du doigt les comportements perturbateurs. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est encore plus important, c'est de valoriser les comportements qui sont meilleurs et les modifications de comportement. Parce qu'un élève qui se comporte mal ne va pas du jour au lendemain se changer et modifier. Par contre, il va pouvoir s'appuyer sur des moments où il a bien agi. Et là, forcément, ce qu'on va demander à l'enseignant, c'est de valoriser, c'est d'aller sur ses comportements meilleurs, de manière à ce que l'élève il soit en mesure de les reproduire. Vous savez, souvent, quand un élève, il m'est arrivé plusieurs fois, un élève voilà, qui parle, qui perturbe un peu les autres, qui fait le clown, je ne l'interpellais pas en direct. Mais par contre, j'allais interpeller ses camarades qui étaient juste à côté. Et au final, le fait que j'interpelle un de ses camarades, mais pas lui, il s'est aperçu que bah, faire le zouave, ça n'attirait pas mon attention. Mais par contre, que je pouvais observer ce qu'il faisait parce que j'allais vers son camarade qui était à côté. Et vous voyez, on ne va pas valoriser le comportement qui est négatif de cet élève-là, mais par contre, on va aller valoriser le comportement positif de l'élève qui est à côté. Et au final, l'objectif de l'élève, c'était d'attirer mon attention. Ça n'a pas marché, puisque du coup, je ne suis pas allé vers lui, je suis allé vers son camarade. Donc, vous voyez comment on peut, par des choix et des gestes professionnels, agir en fonction pour travailler sur la compréhension de ces comportements. Et par rapport justement à ces comportements, tout à l'heure on a parlé d'autorité, de cadre structurant. Évidemment, on est sur la structuration de la loi. Gestion de classe, déstructuration de la loi. Et quand on parle de structuration de la loi, on parle de construction des règles. Et on sait pertinemment que un élève va davantage respecter et
être dans l'acceptation s'il a participé à l'élaboration des règles de vie. Et moi, je vous propose ici la règle des 5 C, des règles claires, constantes, concrètes, cohérentes et conséquentes. Quand on parle de règles claires, c'est-à-dire simplement qu'elles soient comprises de toutes. Constantes, qu'elles soient présentes, j'ai envie de dire, quelles que soient les personnes. Pas de préférence. Des règles concrètes, voilà, qu'on puisse les appliquer. Cohérentes, qu'elles soient en cohérence avec la transgression posée. Et conséquentes, là encore une fois, c'est le degré de sanction qui va pouvoir être proposé par rapport à la transgression. Et conjointement à la règle des 5 C et à la règle des 3 R, c'est-à-dire reconnaître l'erreur avec un sentiment de responsabilité plutôt que de culpabilité. Et ça fait toute sa différence. Ensuite, il y a forcément réconcilier, où là, il y a des excuses qui sont importantes. Le demander pardon est une nécessité. Et puis, résoudre le problème en cherchant ensemble une solution. Alors, parfois, la solution, elle a été traitée en amont parce que c'est un problème qui a déjà été observé. Donc, on va s'appuyer sur ce qui a été déjà vu avec les autres élèves. Et là, on va travailler sur des sanctions qui sont éducatives et pas vexatoires, avec comme objectif de réparer le préjudice et de ne pas être simplement dans une punition qui ne doit pas avoir lieu. On parle de sanctions éducatives réparatrices. Donc, vous voyez comment, d'une autorité éducative construite, on va élaborer des règles, un cadre de vie, de manière à créer des situations d'apprentissage dans un environnement serein. Et ça, c'est vraiment une nécessité de l'enseignant du XXIe siècle qui doit faire face à une réelle hétérogénéité des élèves. Et il faut savoir que le plus souvent, les problèmes de comportement surviennent quand l'élève s'ennuie, quand ils ne comprennent pas et quand ils ne trouvent pas leur place dans l'activité. Alors pour les deux premiers, ça interpelle forcément votre pratique pédagogique en tant que professionnel et expert de l'apprentissage, de la connaissance de vos élèves. Là, ça remet tout en question. C'est-à-dire que vous devez forcément connaître de manière très précise vos élèves pour qu'ils puissent, d'une part, s'intéresser et être enrôlés dans la tâche, et que cette tâche, elle soit réalisable dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Et également qu'elle ne soit pas trop facile. Donc, encore une fois, c'est une histoire de curseur qu'il faut placer de par la connaissance des élèves. Et puis ensuite, on a forcément trouvé sa place au sein d'un groupe. C'est quelque chose de pas simple. Encore plus aujourd'hui, on s'aperçoit que les élèves, ils ne sont pas, comment dirais-je, très bienveillants entre eux, notamment quand on regarde actuellement les actualités et toutes les problématiques que l'on peut avoir de harcèlement. Donc, c'est une nécessité de travailler avec les élèves sur un apprentissage collectif où les élèves ils vont devoir s'appuyer sur les autres, se nourrir des compétences et des capacités des autres et des connaissances pour construire la leur. Et seulement à partir de là, les élèves pourront trouver leur place. Et quand on parle de trouver leur place, c'est aussi être capable d'accepter les erreurs de l'autre, de pouvoir s'exprimer devant les autres sans avoir peur du jugement. Et toutes les règles que vous allez mettre en place vont permettre justement que ces problèmes de comportement vont être présents, mais vont pouvoir être gérés et vont pouvoir être anticipés au mieux dans votre enseignement. Donc, on a fait le tour sur tout ce qui était autorité, gestion, comment dirais-je, des règles, du cadre qui, je le rappelle, est vraiment indispensable pour qu'ensuite l'élève puisse apprendre. Et quand on parle d'apprentissage, on parle forcément d'action sur l'attention et sur la motivation. Et donc, sur l'attention, quatre types d'attention. Alors, l'attention, c'est ce qui sert à sélectionner toutes les informations. Alors, on a 4 types d'attention. Là, par exemple, vous, quand, les élèves sont en cours, ils ont toujours ce qu'on appelle l'alerte attentionnelle, c'est-à-dire que le son de leur voix
voilà, va leur permettre, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, l'alerte attentionnelle, vous êtes vigilant, mais voilà, vous n'avez pas forcément d'informations précises, puisque je ne vous ai pas donné d'autres tâches que de m'écouter, ou peut-être de poser une question. Mais voilà, l'alerte sélective. Ensuite, l'attention sélective, c'est là où les élèves vont devoir faire un choix. Et là, il faut faire attention parce que quand on propose des choix, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. Et souvent, on fait référence au principe de la double tâche. Et ça, il faut veiller à ce que on ne demande pas aux élèves d'être obligés de choisir entre plein d'informations dans des doubles tâches. On verra aussi que la double tâche se réfère à l'attention partagée. C'est-à-dire que les élèves, ils vont devoir partager leur attention, segmenter leur attention pour pouvoir réaliser des tâches multiples. Et là, encore une fois, s'il n'y a pas eu automatisation, les élèves ne vont pas être en mesure de travailler sur cette double tâche. On prend l'exemple des élèves qui apprennent à lire. Ceux qui n'ont pas automatisé le code, la relation graphème-phonème, vont avoir énormément de difficultés à comprendre. Donc là, encore une fois, la double tâche, attention, on travaille sur le code, on travaille sur la compréhension. Il y a des choix qui sont importants à faire, mais en tout cas, l'attention est déterminant. Et comme on l'a pu le voir, il fait partie d'un des 4 piliers de l'apprentissage. Et puis, nous avons l'attention soutenue, c'est ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire que vous essayez de maintenir une attention sur une même tâche pendant un temps qui est relativement long. Et c'est ce qu'on demande à nos élèves, d'où l'importance de faire des pauses cognitives entre chaque situation d'apprentissage pour que les élèves puissent souffler. Je vous propose cette pause cognitive qui est, au travers des travaux c'est pas vraiment une pause cognitive, hein, mais en tout cas, de par ces éléments distracteurs, ces images, les travaux de Philippe Lachaud, pardon, sur l'attention, qui a démontré qu'on peut travailler l'attention avec nos élèves. Un exemple, voilà, de différentes situations où les élèves, ils doivent estimer la quantité d'attention. En écriture, jouer au ballon, courir, et on leur demande simplement, en rouge, est-ce que tu penses avoir besoin de beaucoup d'attention? En orange, moyennement d'attention, et en vert, très peu d'attention. Et une fois que les élèves ont identifié ça, on va travailler sur comment dirais-je, les actions pour lesquelles cela nécessite une grande attention. Et on fait le parallèle avec, vous voyez, ces deux équilibristes. On va leur demander, voilà, ils sont sur la poutre et ils vont faire vraiment preuve d'attention. Ça exige une réelle exigence en termes de prise d'information. Et ce qu'on va leur demander, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et de par des mécanismes, ils vont plus ou moins réussir à s'équilibrer, mais ils vont aussi à un moment donné sentir que là, il va falloir vraiment être attentif. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux élèves dans toutes les différentes tâches. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils sont face à une tâche, c'est comme s'ils étaient sur cette poutre. Et dès l'instant où ils sont sur cette poutre, quand ils sentent le déséquilibre, c'est là où il va falloir vraiment faire preuve d'attention. Donc, c'est un parallèle qu'ils sont capables de faire parce qu'en règle générale, cette situation motrice d'aller d'un point A à un point B sur une poutre, ils l'ont tous vécu en maternelle. Et on peut facilement s'y référer. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à s'y référer et à travailler l'attention. Et tout à l'heure, je parlais de l'importance de continuer de se former en tant qu'enseignant, futur enseignant. Voilà, il y a des expériences, des protocoles qui ont été réfléchis donc par des scientifiques, par des enseignants chercheurs, dont fait partie donc Jean-Philippe Lachaud, qui a travaillé sur l'attention et qui propose un protocole vraiment de travail explicite avec des situations concrètes pour faire vivre à vos élèves et en indiquant à vos élèves que l'attention, ça s'apprend. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose que l'on peut mettre en place avec les élèves, mais ça veut dire qu'il faut avoir envie de continuer d'apprendre et de se former, même quand on est encore enseignant. Donc, on a parlé de l'attention, effectivement, qui est importante, mais la motivation est également indispensable. Et donc là, on s'appuie sur les travaux de Roland Viau, qui nous indique que l'activité d'apprentissage, elle doit revêtre 10 conditions. Être signifiant aux yeux des élèves. Il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit porteur de sens. Et ça, je ne vous apprendrai rien en disant ça. Les élèves vont s'investir dans une tâche si elle représente quelque chose pour eux. Ensuite, être diversifié et s'intégrer aux autres activités. Par la diversification, la richesse, voilà, les élèves ne faut pas qu'ils s'ennuient. Représenter un défi pour l'élève. Et oui, il
faut que l'élève, il ait quelque chose à relever. Et c'est aussi d'ailleurs pourquoi en mathématiques, on insiste vraiment sur l'importance de la résolution du problème. Ensuite, être authentique, exiger un engagement cognitif, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'engagement des élèves, responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix, et puis permettre à l'élève d'interagir et de collaborer. Ça également, le travail avec les camarades en collectif, qui est une nécessité pour motiver. Alors c'est vrai, certains vous diront, comment peux-tu être sûr qu'ils travaillent? C'est quelque chose qu'il faut accepter parce qu'on sait pertinemment que mettre des élèves en groupe ne, ne va pas induire obligatoirement un travail. Mais quelque part, ça peut leur permettre euh, d'avoir un moment pour souffler, un moment de décompression, avec malgré tout une exigence qui est en relation avec ce qu'ils sont capables de faire. Et ils ont un temps donné où ils doivent produire et répondre à cette exigence. Et si sur ce temps-là, ben oui, ils passent un moment à échanger, à parler, s'ils ont atteint leur objectif et qu'ils ont rempli leur mission, est-ce vraiment grave? C'est la question qu'il faut se poser. Ensuite, on parle de motivation. Qui dit motivation dit caractère interdisciplinaire, ne pas cloisonner. Et ça, on appuie vraiment sur la capacité des enseignants, des nouveaux enseignants, des enseignants du 21e siècle, à faire des liens, à faire des ponts entre toutes les disciplines. Et on a cette chance, en tant qu'enseignant dans le progrès degré, d'avoir les élèves toute la journée et de les voir évoluer, que ce soit en maths, en français, en sciences, en arts, en éducation musicale, en EPS. Et c'est une chance inouïe de les voir évoluer dans différents environnements. Ce serait dommage de ne pas être en mesure de s'appuyer sur cette dimension interdisciplinaire pour pouvoir construire ces apprentissages. Ensuite, on parlait tout à l'heure de consignes claires et puis dérouler que toutes ces situations d'apprentissage et ces consignes claires se déroulent sur une période de temps suffisante, puisque pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait répétition et également, en plus de la répétition, il faut que ce soit repris à un temps plus loin. C'est pour ça que souvent on travaille de manière spiralaire, on va reprendre les notions. En tout cas, ces 10 éléments, ces 10 conditions de Roland-Vio doivent toujours être prises en compte pour que les élèves soient motivés et ont envie d'apprendre. Et encore une fois, hein, je le rappelle et j'insiste beaucoup, la diversité des élèves fait que, en tant qu'enseignant, il est indispensable d'avoir une pensée systématique et constante sur la motivation des élèves. Ensuite, au niveau du sens des apprentissages et de la manière dont vous travaillez avec les élèves, on parle de l'explicitation. Alors, c'est un terme qui prend de plus en plus d'importance. Expliciter, c'est être en mesure d'accompagner, de guider les élèves dans les situations d'apprentissage. Alors, oui, forcément, euh, le rôle de l'enseignant, et encore plus de l'enseignant du XXIe siècle, c'est d'identifier le degré d'explicitation que l'élève va avoir besoin pour mener à bien cette tâche. Et quand on parle d'explicitation, on peut être simplement par décortiquer la compréhension d'un texte, accompagné par des questions, mais on peut également diviser une tâche en sous-tâches. On est sur des contenus, mais on peut également aussi être sur des compétences et des connaissances procédurales qui vont permettre à l'élève de comprendre. Et par justement cette explicitation, on va guider. Et ça fait vraiment partie de gestes professionnels qui sont de plus en plus indispensables pour ne pas laisser les élèves sur le bord du chemin. Et enfin, le numérique. Nous en avons parlé tout à l'heure. Euh, Ça fait partie d'une des compétences du référentiel de 2013 sur lesquelles j'ai construit les 5 dimensions. Mais ce numérique, il prend une place ô combien importante, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours. Et on s'aperçoit que l'importance des réseaux dans la vie de ces jeunes euh, qui impactent de plus en plus tôt maintenant euh, doit être pris en compte et doit être travaillé. C'est important d'éveiller les consciences sur le numérique. Donc, on a à la fois cette dimension éducation aux médias et à l'information. On va travailler avec les élèves sur l'importance que peut revêtir un mail, un texto, euh, des, des éléments énoncés sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est toute une partie, mais également le numérique au sein des apprentissages en utilisant, alors on peut très bien avoir
utiliser des outils numériques comme l'appareil photo, la vidéo, ou bien si on travaille par exemple sur de la programmation, des Bluebots, ce sont des petits robots que l'on va programmer pour qu'ils avancent, pour qu'ils atteignent, qu'ils partent d'un point A à un point B en ayant un codage bien précis. Donc, on va travailler le numérique, vous voyez, dans cette dimension-là. Et on va pouvoir donc utiliser le numérique pour l'évaluation. On peut très bien utiliser différents, comment dirais-je, différentes applications pour travailler sur le recueil des représentations, sur le recueil des réussites des élèves. En tout état de cause, il y a énormément d'éléments qui vont permettre à l'enseignant de prendre appui sur le numérique dans sa pratique, que ce soit dans sa préparation, sur la phase proactive, pendant pour gérer l'apprentissage, mais également aussi après pour pouvoir construire des nouvelles situations d'apprentissage. En tout état de cause, ce qui va faire que l'enseignant va pouvoir s'appuyer sur ce numérique et faire profiter l'élève de ce numérique, c'est des possibilités environnementales et des moyens qui sont mis à disposition des élèves. Et on sait que avec la fracture numérique qui peut opérer dans certaines régions, voire même certains pays, c'est pas toujours quelque chose d'aisé. Voilà pour cette intervention. Alors, vous avez vu que l'enseignant du 21e siècle, il a une très grande responsabilité, j'ai envie de dire, sans mettre la pression sur les enseignants. En tout cas, ces tâches et ces missions sont vraiment d'ordre varié et elles ne sont pas uniquement sur des questions pures d'apprentissage, mais vraiment de socialisation et de relation avec, par contre, pour objectif, que les élèves se sentent bien et construisent des compétences et des connaissances au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Très belle conclusion en tout cas. Mais oui, si vous avez des questions pour Alexandre, n'hésitez pas. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas demandé au début du live quel était un petit peu votre parcours pour les personnes présentes ce soir. Si vous pouvez nous dire un petit peu dans quelle académie vous passez le concours, si c'est pour 2023 ou pour 2024. Et si Alexandre, il n'y a pas de questions pour le moment, je vais peut-être enchaîner sur les slides pour présenter un Oui, petit peu bien sûr. en détail vocation CRPE. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est vrai que Vocation CRPE, la préparation qu'on vous propose est vraiment une préparation intégrale au concours. Donc, ça va vraiment des remises à niveau en mathématiques et en français jusqu'au coaching post-admission. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le concours, on continue à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire parce que, comme le disait Alexandre, c'est vrai que enfin, c'était l'objet du cours d'aujourd'hui, mais c'est important de ne pas vous laisser démunis face à votre prise de poste, notamment pour celles et ceux qui sont en reconversion professionnelle avec tous les enjeux qu'on a pu voir ce soir. Et du coup, on vous propose donc des remises à niveau, mais aussi des concours blancs, des oraux blancs pour vous mettre en condition, pour que vous puissiez, lors des écrits des oraux, savoir un petit peu à quoi ça ressemble avant d'être face au vrai jury. On vous propose également des conventions de stage pour les personnes qui le souhaiteraient, c'est-à-dire que ça vous donne la possibilité de faire un stage jusqu'à 6 semaines de terrain pour voir un petit peu plus concrètement ce dont on vient de parler ce soir, en fait, au final. Encore une fois, mettre un premier pied concret sur le terrain. Et surtout, c'est vrai que ce qui fait la grande force de Vocation CRPE, c'est qu'on vous propose un accompagnement individualisé, donc à partir de votre profil. Et ça, c'est vrai que c'est particulièrement adapté à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, où vous avez tous et toutes des profils très riches et très divers. Et du coup, on vient intervenir en fait en fonction de vos besoins par rapport à votre planning, à vos contraintes du quotidien, que ce soit des contraintes professionnelles ou familiales, et on vient vous aider à partir de là. Je vois qu'il y a également des étudiantes et étudiants ce soir de Master MEF, CRPE 2024, super. Émilie, CRPE 2024 également sur Bordeaux. Lauriane, oui, c'est ça, vous l'aviez passé cette année, mais pas admissible. Et Académie de Poitiers également. Et vous hésitez à changer d'académie. D'accord. Est-ce que c'est pour une raison de poste peut-être que vous envisagez de changer d'académie? Vous pouvez m'en dire un petit peu plus
sur ce point, mais effectivement, parfois, en termes de stratégie, on peut se poser la question de l'académie dans laquelle il faut passer le concours. Et oui, la spécificité de vocation CRPE également, c'est que les professeurs sont tous formateurs ou anciens formateurs. En tout cas, ils savent ce que c'est d'être maître formateur et jury du concours. Donc, comme Alexandre ce soir, c'est vraiment des personnes qui sont extrêmement bien placées pour vous former, pour vous permettre d'obtenir le concours du premier coup. Et c'est vrai que ça leur tient à tous et à toutes à cœur de donner leur maximum pour faire en sorte que ça se passe bien pour vous, avec un accompagnement effectivement spécifique sur la didactique qui est vraiment le nerf du sujet, le vif du sujet pour ce concours, le nerf de la guerre. Et c'est vrai qu'une de nos spécificités également, c'est que vous êtes dans une promotion à taille humaine. Donc, avec le nombre d'élèves suffisant pour qu'on puisse vous accompagner individuellement, encore une fois, grâce à une planification de votre travail et un accompagnement de proximité, ce qui vous permet de faire la différence le jour du concours. Et le coaching post-admission que j'ai mentionné dans la slide précédente qui nous permet de continuer à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire. Sandra également, CRP 2023, mais non admissible, vous retentez pour 2024, eh bien c'est très bien. Accrochez-vous au projet, c'est vrai que c'est toujours pas facile d'apprendre qu'on n'est pas admissible sur un concours, mais vous avez forcément appris plein de belles choses cette année que vous pourrez réutiliser pour l'année prochaine. Vous savez à quoi ça ressemble, vous arriverez moins stressé, mieux préparé l'année prochaine et je croise les doigts pour vous pour que ça se passe bien en 2024. En termes de tarifs, il y a une partie de la formation qui est finançable par le CPF pour celles et ceux d'entre vous qui viendraient du privé. C'est la partie qui porte sur le français grâce à notre partenariat avec la certification en langue française, le Robert. Vous avez la formule de base qui est à 1500, mais également la possibilité de prendre une formule renforcée qui est à 2000 euros. Donc ça, c'est vraiment pour la partie financement CPF. Et vous avez la partie préparation aux autres matières du CRPE, donc en conjuguant la partie CPF et la partie aux autres matières, vous arrivez à une préparation complète et cette partie est à 1500 euros en autofinancement. Et pour les personnes qui n'auraient pas de CPF, la préparation est à 2710 euros. En sachant qu'il y a en ce moment une promotion de 400 euros sur le tarif de la préparation. Ce qui veut dire que vous tombez à 2310 euros jusqu'au 31 juin pour les personnes qui sont totalement en autofinancement et 1100 euros pour la partie aux autres matières du CRPE pour la partie autofinancée. Et vous avez également la possibilité, si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce sur le budget, de passer par notre programme Égalité des chances, qui est vraiment un programme interne où on propose des réductions aux personnes qui nous en font la demande. Malek, vous êtes étrangère. Vous ne pouvez pas passer le CRP en public, vous allez le passer dans le privé. D'accord. Effectivement, oui, c'est une académie qui est sélective et effectivement, le privé, c'est un peu plus sélectif que le public. D'accord, d'accord. Donc, vous réfléchissez encore, effectivement, sur Créteil, il y a un peu plus de postes. Ça, c'est sûr que c'est les académies parisiennes sont des académies qui recrutent. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez être accompagné pour le repasser, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous mets d'ailleurs dans le chat un petit lien pour prendre un rendez-vous individuel directement avec moi en fonction de vos disponibilités. Ce sera l'occasion d'échanger sur votre projet, de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le concours pour celles et ceux qui le passent pour la première fois, ou bien sûr faire le point sur votre situation et bien sûr répondre à vos dernières questions sur la préparation, en sachant que je vais également en prendre maintenant. Est-ce que vous avez des questions? On va attendre une petite minute, que ce soit pour Alexandre ou pour moi, sur le cours de ce soir ou au contraire sur la préparation. Alexandre, je crois que tu peux passer à la slide suivante. Je crois que c'est la toute dernière. Et on va attendre une petite minute pour voir s'il y a des questions pour ce soir sur la préparation ou pour Alexandre par rapport au cours qui s'est déroulé ce soir. En sachant qu'on est en petit effectif ce soir, du coup, n'hésitez pas à prendre la parole au micro. Oui, il y a des replays gratuits, Maud, tout à fait. Merci beaucoup, Lucille. Tant mieux si ça vous a été utile. Merci, Lucille. Merci, Maud. Ah, alors ça, c'est plutôt une question pour toi, Alexandre.
Je n'essaierai pas de répondre. La question de David, si lors de la motivation, on évoque Samuel Paty, est-ce préjudiciable? Est-ce que tu as des éléments à donner sur cette question? Alors, il n'y a rien qui est indiqué comme quoi cela pourrait porter préjudice. Par contre, ça peut être un terrain très glissant. Et voilà, moi, je ne m'y aventurerai pas. Parce que ça dépend sur qui vous tombez. En fait, c'est un sujet qui est très polémique et j'aurais tendance à ajouter, Alexandre, que dans un cadre de concours, on évite les sujets qui sont glissants. Ouais. Et c'est ce qui est aussi important, c'est quand parfois ça peut arriver que le jury vous demande votre avis sur voilà, sur différents éléments. Quand c'est sur des textes officiels, en tant que futur fonctionnaire, il n'y a pas à discuter sur vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Si par exemple sur il y a l'apprentissage de la lecture, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les textes préconisent? Oui, évidemment, vous êtes d'accord. Mm, mm, mm. Voilà. Alors, on me l'a déconseillé. Je C'était comprends un bon pourquoi. conseil. Oui, Ouais. ouais. À ces Euh, sujets, à quoi sert la minute de silence? Comment le justifie-t-on auprès des familles? Le devoir de mémoire, comme cela peut être fait, voilà, sur les différents éléments, notamment sur les, voilà, devoirs de mémoire par rapport aux grandes guerres, qui ont pu se passer. Donc, on peut le justifier de cette manière-là. De rien.